Salut, c'est Vince, de retour. Bienvenue sur Histoire de vinyle. Comme je vous l'avais promis il y a maintenant quelques temps, eh bien, je voulais consacrer une vidéo à vos propres conseils éventuels prodigués autour de vous, conseils d'albums bien sûr à écouter. Donc, eh bien, merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu eh bien, à mon appel, à savoir à me proposer une liste de 10 albums, donc une vingtaine d'entre vous, et puis ça m'a permis effectivement eh bien, de vous proposer la sélection qui va venir. Comment est-ce que j'ai procédé? Très simple. En fait, vous m'avez proposé soit des groupes avec des albums, donc très précisément, soit simplement des noms de groupes ou d'artistes. Et Vince, bah, tu te débrouilles, tu fais avec ce que t'as. Bon, bah, j'ai fait ce que j'avais. C'est-à-dire que parmi tout ce que vous m'avez proposé, d'ailleurs c'est le côté très positif de ces propositions, c'est qu'il y a des choses que je ne connaissais pas, ça m'a permis d'aller découvrir, jeter une oreille à tout cela. Et puis aussi ça m'a permis de réécouter des disques que j'avais dans la discothèque que je n'avais pas écouté depuis belle lurette. Bref, le choix s'est établi comment? Bah, tout simplement en fonction de ce que j'avais dans la discothèque et de ce que vous m'avez proposé. Donc il y a des choses qui n'apparaissent pas, simplement parce que je ne les ai pas en vinyle. C'est aussi simple que ça. Sinon, la liste des groupes, bah, je vais vous les donner pour chaque genre musical proposé. Il y a un genre dans lequel eh bien, il n'y a eu que 4 propositions d'albums ou de groupes, c'est le post-rock. Et malheureusement, parmi ces 4 propositions, eh bien, je n'avais rien dans la discothèque en vinyle. Donc bah, le post-rock, il va passer à la trappe cette fois-ci. Mais bon, c'est pas grave, parce que pour le reste, quand même pas mal de propositions. Alors effectivement, je vais déborder d'un album par genre, mais c'est pas grave, ce sont vos choix. J'ai essayé de faire en sorte que, parmi toutes celles et tous ceux qui ont proposé une liste, eh bien j'ai au moins choisi, pris pour chacun et chacune une proposition, de façon à ce que ben, voilà, les goûts et les choix de chacun soient représentés. Alors, commençons par le jazz. Ok? C'est parti. Vous noterez qu'en introduction à chaque genre, vous avez la liste en incrustation de tous les groupes, les artistes qui m'ont été proposés dans chacune des catégories. Faites pause. Sur YouTube, c'est pratique. Et puis, comme ça vous donne... je n'ai pas mis les titres des albums, parce que pas toujours les titres précis d'albums ont été donnés. Parfois, c'était juste les artistes. Je l'évoquerai à l'instant. Alors, le jazz. Le jazz, j'ai retenu deux albums. Bah, déjà, je les avais dans la discothèque, donc ça tombait bien. Un premier, parce qu'effectivement, je le trouve très très bien, c'est Art Blakey et les Jazz Messengers, au Club Saint-Germain, volume 2, bah, ça tombe bien, ouf, c'était celui qui était proposé, et je l'ai dans la discothèque. En fait j'en ai 2 sur 3, parce qu'il y a 3 volumes à cet enregistrement en concert du groupe d'Art Blakey au Club Saint-Germain à Paris en 1958, sachant que ces 3 volumes paraissent en 1959. Ils valent en particulier, outre Art Blakey, par la présence de Ben Golson, hein, c'est Benny Golson, voilà, le saxophoniste, qui a joué avec Lionel Hampton, avec Dizzy Gillespie, qui est un bebopper et un hard bopper, pour ceux qui connaissent un petit peu le jazz, qui compose d'ailleurs un titre sur ce volume. C'est premier titre, Blue March for Europe No. 1. Bien sûr, il y a le fameux titre Morning with Hazel, et puis il nous gratifie le père Benny Golson, saxophoniste, donc d'un solo absolument formidable sur un titre de Thelonious Monk, le deuxième de la face A. Bref, à découvrir pour ceux qui ne connaîtraient pas ces 3 volumes d'Art Blakey et les Jazz Messengers. Ils ont de nombreux albums. Hein. Formidable. Un autre qui a été proposé sans préciser d'album. Bon, bah, j'ai donc choisi.
Et j'en ai choisi un, effectivement, qui reste... d'accord, c'est du jazz très très libre, déstructuré, c'est pas véritablement du free jazz dans le sens Ornette Coleman, c'est plus une exploration musicale. Dans un sens, alors vous allez me dire c'est un peu facile concernant l'artiste en question d'évoquer dans un sens mystique, parce qu'il est le père Sun Ra. L'album en question c'est Other Planes of There, qui est enregistré en 1964 mais qui ne sort qu'en 1966 sur le label de Sun Ra, d'accord. D'ailleurs Saturn Records, alors ça c'est une réédition, mais c'est passionnant. Vous l'avez un petit peu en fond sonore si vous entendez, si vous tendez l'oreille. Sun Ra à explorer l'exploration du personnage et de ses musiciens, c'est toujours passionnant. Souvent, à la suite de ça, ils vont signer chez ESP Records, et puis vous les retrouverez aussi sur le label Big Records, bref, fantastique. Le blues. Alors, parmi les propositions qui m'ont été faites, eh bien j'en ai retenu. J'ai retenu ces deux-là. Premier, un groupe français de blues rock, 1969. Alan Jack Civilization. Bluesy Mind, sur Big, justement, Big Records. Pareil, en 1969, vous avez deux musiciens fantastiques, enfin ils sont tous fantastiques les musiciens là-dedans. Il y a Claude Olmos à la guitare, incroyable, et Jean Falissa à la batterie. Pourquoi est-ce que j'évoque ces deux-là à côté d'Alan Jack, autant évoquer le quatrième, d'accord, qui est Richard Fontaine. C'est parce qu'ils fonderont le groupe Alice, qui signera sur le label Sarah. Bref, c'est un superbe album de blues rock psychédélique. Je l'ai déjà évoqué dans une des vidéos consacrées au blues rock. Je ne sais plus si je l'ai évoqué, si sûrement dans le cadre du rock psychédélique en Europe et ailleurs. Allez fouiller dans les archives. Bref, vraiment très très bien cet album. Alors, dédicacé par les musiciens ici, vraiment très très bien. Autre position qui était faite, très précisément pour cet album, c'est le Canned Heat, Future Blues. Effectivement, je ne l'ai pas évoqué, je pense pas. 1970, Henry Westin, qui était le guitariste historique de Canned Heat, s'est fait virer. Voilà, il a été remplacé, excusez du peu, par Harvey Mandel. Très bon album que ce Future Blues. C'est le dernier album qui sortira du vivant, auquel participe et qui sortira du vivant d'Alan Wilson. Et il participera à Alan Wilson à l'enregistrement du double album avec John Lee Hooker, mais quand l'album sort, Alan Wilson, malheureusement, n'est plus. Bref, Future Blues de Canned Heat. Le rock. Là, c'est une proposition qui a été faite par au moins 2 ou 3 d'entre vous, et ça tombe bien, je l'ai évoqué dans le cadre des vidéos consacrées au garage rock, ce sont les Monks. Quelle folie! Cet album, initialement, ça c'est une réédition de 2011, sort en 1965, ce sont des GIs basés en Allemagne de l'Ouest, ils viennent un peu partout aux États-Unis, je vous renvoie à la vidéo que je viens d'évoquer. C'est du garage puissant, voilà, punk, véritablement, 1965, et l'intérêt supplémentaire, hein, outre l'efficacité, l'énergie qu'il y a sur cet album, c'est qu'ils sont engagés politiquement clairement, puisque pour des GIs, eh bien, ils critiquent le premier titre de l'album, hein, voilà, c'est Monk Time, ils critiquent l'engagement des États-Unis au Vietnam. Ils vont critiquer aussi, ou en tout cas évoquer le risque que représente l'arme nucléaire. Pleine guerre froide, hein, donc fantastique. Un groupe que j'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, que j'aime beaucoup, et merci de la proposition, là c'était une proposition, le groupe plus le titre, donc ça tombait bien, c'est Who's Next des Who. C'est un album de transition, pour moi j'aime beaucoup la première période jusque-là, évidemment après il y a de très bons albums aussi, il faut quand même pas... hein, bon. Ça commence par Baba O'Reilly, ça se termine avec We Won't Get Fooled Again. Bon bah voilà, qu'est-ce que vous voulez dire, c'est tout à fait fantastique. Who's Next? Petite
l'objet de discussion, effectivement, celui-ci. Moi j'aime beaucoup le papa, et puis le fiston a réalisé un album, effectivement, en 1994. Le papa c'est Tim Buckley, le fiston c'est Jeff Buckley, Grace 1994, effectivement. C'est un très très bon album, il n'aura pas l'occasion d'enregistrer grand chose d'autre, puisqu'il meurt très précocement, en 97, à l'âge de 30 ans. Ça fait donc un sacré moment qu'il est mort, le Jeff Buckley. Le succès de cet album ne se dément pas, et c'est bien normal en fait, puisque outre les titres les plus connus, Grace et puis Alléluia, moi j'adore So Real, et sur la deuxième face, Eternal Life et Dream Brother. Très très bien. Le rock, dur. Le hard rock, je ne savais plus quoi dire. Bon bref, le hard rock. Ça a été proposé par plusieurs d'entre vous, c'est un album que j'ai déjà évoqué, qui sort en 1970, qui est tout à fait formidable. C'est un trio, un power trio, avec à la guitare Louis Dambra. L'origine du groupe, c'est pas très très clair, en tout cas sur l'album il n'y a rien indiqué. Le groupe en question c'est Sir Lord Baltimore, Kingdom Come 1970, quelle puissance! Je l'ai évoqué encore une fois cet album dans plusieurs vidéos, à écouter, à découvrir. Il y a un deuxième album qui sort l'année suivante, moins intéressant, mais tout de même très intéressant, supérieur à la production, beaucoup d'albums de l'année 71, en tout cas, ici 70, Sir Lord Baltimore. Autre groupe de hard rock, bien sûr, que j'aime beaucoup, surtout pour sa première période, mais bon, celui-là, il a été proposé, je l'ai donc réécouté, et effectivement, c'est un bon album, je suis tout à fait d'accord. C'est Black Sabbath, Heaven and Hell, qui sort en 1980. C'est un disque au point, parfaitement au point, et qui a cet autre intérêt aussi, outre l'efficacité de Tony Iommi, que je trouve particulièrement en forme sur cet album. C'est le premier album sans Ozzy Osbourne. Et c'est James Dio qui s'y colle à la voix, et il faut admettre que Monsieur Dio, qui vient de Rainbow, entre autres, a un registre beaucoup plus étendu, beaucoup plus large, et clairement il apporte un plus à Black Sabbath. Ça ne fait aucun doute. Alors, le rock psyché. Parmi les propositions, j'ai retenu ces deux-là, qui sont plusieurs albums qui m'ont été proposés. Je ne les ai pas dans la discothèque, hein, je vous ai dit, c'est un peu la condition, en vinyle. Donc voilà, parmi ceux qui m'ont été proposés, c'est l'album des Zombies 1968, Odyssey and Oracle. Bien sûr, c'est une pure merveille de pop psychédélique, avec Rod Argent aux manettes, à réécouter et à réécouter. Ça n'a pas vieilli, ça n'a pas vieilli, superbe pochette, superbe album, tout y est. Évidemment, on n'a pas les grands délires de guitare spatiale à la Quicksilver Messenger Service, non, mais fantastique. Autre album qui est un grand classique, lui aussi, et qui a été proposé, et donc j'ai repris la proposition, je l'ai déjà évoqué bien sûr, cet album, c'est le deuxième album du Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow. Ici c'est l'édition française qui sort en 70 ou 71, l'album original aux États-Unis, très belle pochette par ailleurs, sort en 1967. Vous avez deux titres emblématiques, Somebody to Love, White Rabbit, composé par bien sûr Grace Slick. C'est un album qui est parfaitement au point. Moi je préfère le suivant, et oui, After Bathing at Baxter's, qui sort lui aussi en 1967, mais c'est une réussite complète. Prog rock, le prog rock. Très bien, encore une fois des vidéos, il y a eu des discussions sur le prog rock, bref, c'est compliqué d'aborder ce sujet, il y a des spécialistes, moi je n'en suis pas un, j'ai mes préférences, bref, je vous renvoie aux vidéos en question. Un album que je n'avais pas évoqué dans la sélection et qui a été proposé ici, et effectivement c'est un très bon album du King Crimson,
Lizard, qui est le troisième album, si je ne me trompe, sorti en 1970. Aux manettes, Robert Fripp, Pete Sinfield, et qui vont s'adjoindre, parce que la tonalité est très jazzy de cet album, ils vont s'adjoindre effectivement les services de Keith Tippett, qui est un pianiste de jazz, et puis pour les voix, en tout cas sur Lizard, de John Anderson de Yes, hein, pour les voix. Super. Super album, là je suis tout à fait d'accord. 1970 de King Crimson. Autre album, du côté des Allemands, cette fois-ci, Ashra Temple. Ashra Temple, c'est principalement Hartmut Enke et Manuel Göttsching, effectivement, et sur cet album, donc avec Rosie, la chanteuse, et Klaus Schulze. Join In de Ashra Temple, enregistré en 1972, je ne sais si c'est en 72 ou 73, je ne sais plus, bref, sur le label Or, ici c'est l'édition, le pressage original. Dans les pressages suivants, je crois que c'est toujours sur le label Or d'ailleurs, vous aurez ici en plus, et au-dessus là écrit, vous aurez Klaus Schulze décrit, parce que le monsieur entre-temps il aura eu un peu de succès. Bref, ce sont de longues improvisations. Au tout début de l'album, vous avez une guitare là, électrique et on a l'impression que c'est du Grateful Dead en concert, quoi. Voilà. Bref, en tout cas, c'est passionnant. Ashra Temple. Allez voir les vidéos consacrées au rock allemand en particulier. Le krautrock, c'est quoi? Autre groupe que j'ai évoqué, mais dont je n'ai pas présenté d'album, me semble-t-il. C'est un album de transition, 1973, classé dans le prog rock. En tout cas, c'est peut-être le début avec Jethro Tull, qui est un groupe qui sait un peu chercher très bons albums hein, avant Aqualung. Mais, effectivement, c'est une réussite complète, très rock, que cet Aqualung, plus que prog. À découvrir 1973 sur le label Chrysalis. Concernant le post-punk, incrustation. Alors, Joy Division qui a été proposé, Unknown Pleasures, oui, c'est le parangon, le parangon, c'est ça, c'est aussi un album qui a tellement inspiré, qui pose les jalons, ou en tout cas les bases de la Dark Wave probablement. Ian Curtis, Tourmenté, Peter Hook, bref, ils y sont. Après, War Show, très différent, plus punk, je vous renvoie la vidéo sur le post-punk. Merveille 1980, sur le label Factory, ici le pressage néo-zélandais. Et puis, dans le post-punk, quelqu'un m'a proposé Slow Dive, sans précision. Slow Dive, je l'ai déjà évoqué dans le post-punk, justement. J'ai pas les premiers albums en vinyle, je les ai en cassette, dont Souflaki qui reste dans les mémoires. Je les recherche, par ailleurs, ces albums dans leur pressage original, mais je vais vous proposer, puisqu'il n'y avait pas de titre de suggéré, ces deux albums récents en fait de Slowdive qui sont des réussites complètes. Celui-ci en 2017, celui-là, si je me souviens, Everything is Alive, voilà, de 2023, ce sont des réussites totales d'un groupe qui se reforme dans les années 2000 et qui nous propose ces merveilles. Voilà. À la French. Je n'ai pas évoqué... Tiens, oui c'est vrai ça, je n'ai pas évoqué le post-punk parce que je n'ai eu que 4 propositions pour le post-punk et dans les 4, dont Tortoise, j'ai pas deviné. Désolé. Vous avez vu en incrustation les titres proposés. Allez-y. Hein. Et puis d'ailleurs, merci pour ces propositions parce que ça m'a permis de découvrir des groupes et des albums que je ne connaissais pas. Donc, formidable. Tout bénéf pour moi. À la French, il y a eu au moins 2 propositions et qui m'ont donné l'occasion de réécouter. Bah tiens, encore une fois, eh bien, parmi ces propositions, il y a La mort d'Orion de Gérard Moncé, un album qui fait polémique,
tout le monde n'est pas d'accord, il est décrié d'un côté, adoré de l'autre. Je l'ai réécouté. Gérard Manset, La Mort d'Orient, sorti en 1970, c'est son deuxième album. On lui reproche par exemple ses rimes un peu faciles sur les textes, et puis les arrangements avec les cordes là un peu pompeuses, etc. Mais je sais pas, avec moi, la magie opère totalement. Donc il s'adjoint les services de Anne Vandloff pour les chœurs et de Gianni Esposito, tous les deux disparus d'ailleurs, qui dit les textes. Donc La Mort d'Orion, la première partie effectivement qui parle comme ça d'un peuple maudit, et puis voilà, c'est un peu bateau de dire ça, mais il y a déjà ce qui va faire le succès entre guillemets de Gérard Manset dans les années suivantes. Super. Ça m'a un petit peu surpris, et puis je suis donc allé voir si je l'avais dans la discothèque. Je savais que je l'avais, mais ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas réécouté, je l'ai réécouté. C'est une proposition, c'était direct, c'était Claude Nougaro, c'était Plume d'Ange, et je l'ai réécouté. Et effectivement, c'est un album tout à fait intéressant, c'est le Claude Nougaro poète, souvent sur des musiques de Jean-Claude Vannier. Plume d'Ange, hein, le titre occupe la première face de l'album, c'est un conte. Il est plus parlé que chanté, où il joue d'ailleurs, Claude Nougaro, tous les personnages de ce conte, donc du personnage principal qui reçoit la visite d'un ange qui lui confie une plume, bref, à une femme, un vieillard, bref, il joue un petit peu, bref. Et il reprendra ce titre, il le rejouera, de la même manière, vous pouvez l'écouter sur un live à l'Olympia, qui sort en 1977, je ne l'ai pas dit qu'il est sorti, il est sorti en 1977. Sur l'autre face, il y avait plusieurs titres, dont un que j'aime beaucoup, alors bien sûr le cas du cul, tout le monde connaît, mais Jalousie, formidable, et puis Comme une Piaf, sur la musique de Wayne Shorter. Merci pour la proposition. Merci pour cette proposition aussi, puisque là, voilà une artiste que j'adore. Et récemment, j'ai été absent pendant un certain temps, hein, vous l'avez noté ou pas? Bon, pas. J'étais en Nouvelle-Zélande pour le travail, et j'étais disquaire aussi, j'en profite, et je suis tombé sur cette... il se trouve que c'est une proposition de l'un ou l'une d'entre vous, c'est l'album In My Own Time de Karen Dalton. Ici, c'est une deluxe édition, 3 vinyles, plus 2 45 tours, qui sont d'ailleurs les 2 45 tours, des reproductions de 45 tours éditées en France dans les années 70. Bref, superbe édition et superbe. Le disque d'une artiste de folk qui a côtoyé Tim Hardin, qui a côtoyé Bob Dylan, et qui n'a certainement pas eu le succès des personnages en question, et qui a une voix envoûtante, rappeuse, rocailleuse, et quelle merveille pour le premier titre de l'album. Nick Cave, Something on Your Mind, a dit qu'il l'avait écouté des centaines et centaines de fois, et qu'il trouvait sa voix parmi les plus belles voix de folk qu'il ait jamais entendues. Bref, attention, c'est une voix vraiment très très particulière, rocailleuse. Alors elle joue du banjo. Alors là, sur cet album, les arrangements sont un petit peu, je trouve un petit peu pompeux, ça aurait mérité d'être un peu plus dépouillé, dirais-je, mais il y a un concert qui est proposé, hein, c'est une édition particulière, 2000 exemplaires, live, avec des morceaux en live du début des années 70, 1971 je crois, en Allemagne. En Allemagne ou à Montreux, tiens, c'est intéressant, je ne sais plus exactement. Bref, super. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous propose, justement pour pouvoir écouter le côté le plus dépouillé de Karen Dalton, eh bien, cet album que j'ai en CD, qui n'existe, me semble-t-il, pas du tout en vinyle. Elle est avec un guitariste dont le nom m'échappe, bien entendu. Elle est au banjo. Ce sont une exhumation d'enregistrements de l'époque. Formidable.
Elle n'a eu quasiment aucun succès, cette Karen Dalton. Elle est passée quasiment aux oubliettes et puis elle est petit à petit redécouverte. Autre proposition sans titre proposé, c'est Fela Kuti. Et oui, moi, Fela Kuti, j'adore. J'adore, je vous invite, j'ai fait une vidéo sur un album, le tour d'un vinyle en 80 secondes, consacré à un album de Fela Kuti, mais Fela Kuti, la discographie, elle est gigantesque. Moi, je vous propose ce quadruple album, Live in Detroit 1986, 4 vinyles, 4 titres. Autrement dit, un vinyle, un morceau qui s'étend sur 2 faces à chaque fois, et les morceaux en question, ce sont parmi les plus connus, en tout cas en concert, Just Like That, Teacher Don't Teach Me, Beasts of No Nation, bref, je n'ai pas cité le 4e. Bon, franchement, extraordinaire live de Fela Kuti, superbe album. Merci d'avoir proposé ce groupe, que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant. Electro Indus, le genre musical, des années 80. L'album qui m'a été proposé, je ne l'ai pas en vinyle. J'ai les précédents, j'ai No Comment, le EP Interception, et puis celui-ci. Le groupe, c'est Front de 4-2, en belge. Official Version, sorti en 1987, l'année qui précède l'album que vous m'avez proposé, Front by Front, 1988. Front by Front, je le connais bien sûr, plus abordable, il me semble, que les albums précédents de Front de 4-2, mais c'est passionnant, Front de 4-2, le côté électro, indus, cette énergie qu'il y a aussi, bref, les Rivet Head, pour les tenues vestimentaires, effectivement, qui font un peu craindre que ces gens-là font partie de la mouvance skinhead, etc. Il semblerait que non. Bref, la musique, en tout cas, est tout à fait intéressante. Front de 4-2. Et puis, une proposition qui m'a réjoui grandement, puisque je suis un très grand... j'ai beaucoup écouté dans les années 90, puisque c'est un groupe des années 90. Ce groupe, c'est Pavement. L'album qui m'a été proposé, je les ai, en fait, les Pavement, puisque j'adore, depuis Slanted and Enchanted, le premier, Crooked Rain, Woe Is Zooey, Brighten the Corners, il me semble. Woe Is Zooey, c'est un double album qui sort en 1995, 18 titres, avec ces Californiens, dont bien sûr le Stephen Malkmus, qui aura une carrière solo après Pavement, qui se poursuit aujourd'hui, je crois, d'ailleurs très réussi. Moi j'ai plusieurs albums qui sont vraiment très bien. Pavement, c'est fantastique, c'est du rock indépendant américain, je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. C'est plein d'énergie, souvent c'est déstructuré, c'est dissonant, donnant l'impression parfois qu'il veut chanter ou qu'il chante faux à dessein, mais ça s'accorde parfaitement avec la musique. C'est double album fantastique. Merci pour cette proposition. Ça tombe bien, je l'avais dans la discothèque. Voilà! C'est fini, j'espère que ça vous a plu. Et bien, à la prochaine. La prochaine, d'ailleurs, vidéo sera consacrée à la musique jazz, enfin surtout rock, jazz and pop au Japon, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est passionnant ce que nous ont fait les Japonais depuis effectivement les années 70. Vince, it's me, cares about.